Nous ne voulons pas que tu gâches la journée spéciale de ta sœur, m'a texté maman. Ne te donne pas la peine de venir. J'ai répondu, pas de problème. La fête prénatale avait lieu dans leur domaine des Yvelines. À 14 h, un hélicoptère a atterri sur leur pelouse. La sécurité a essayé de l'arrêter. Le pilote a tendu une enveloppe à ma mère. Acte de cession, ce domaine appartient désormais à mademoiselle Lefebvre. Vous avez 48 heures. Ma famille est restée figée. Parce que je n'ai pas seulement acheté leur maison. J'ai acheté tout le quartier. Depuis mon yacht à Monaco, j'ai envoyé un seul texto, profitez bien de la fête. Le texto de ma mère est arrivé un mardi matin alors que je passais en revue des contrats d'acquisition dans mon bureau. Enfin, pas exactement un bureau, plutôt le salon principal de mon yacht de 55 mètres actuellement ancré au large de la côte de Monaco. Mais ma famille ne savait rien du yacht. Ils ne savaient pas grand-chose de ma vie réelle. J'ai fixé le message sur mon téléphone. Chloé, je pense qu'il est préférable que tu ne viennes pas à la fête prénatale d'Ambre cette fin de semaine. Nous ne voulons pas de drame et honnêtement, ta présence mettrait tout le monde mal à l'aise. J'espère que tu comprends. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé la Méditerranée, son bleu impossible s'étendant jusqu'à l'horizon. Mon assistant, Pierre, est apparu avec mon café de l'après-midi, un café crème parfaitement préparé, exactement comme je l'aimais. Un problème, mademoiselle Lefebvre, a-t-il demandé, notant mon expression. La famille, ai-je simplement dit. Il a hoché la tête d'un air entendu. Pierre travaillait avec moi depuis 5 ans. Il en avait vu assez pour comprendre ce que ce mot signifiait quand je le prononçais. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé une réponse à ma mère. Je comprends tout à fait. J'espère qu'Ambre aura une magnifique fête. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Merci de faire preuve de maturité à ce sujet. C'est vraiment pour le mieux. Pour le mieux. Comme si exclure sa propre fille d'une célébration familiale était une sorte de délimitation raisonnable plutôt que le dernier épisode d'un schéma de rejet et de mépris long de 15 ans. J'ai posé mon téléphone et je suis revenu au contrat. L'acquisition des propriétés du domaine de Valmont se déroulait sans accroc. 17 propriétés résidentielles dans un quartier exclusif des Yvelines qui comprenait, par coïncidence, le domaine de campagne de ma famille. Les vendeurs avaient été empressés, le prix raisonnable, le calendrier parfait. Le mercredi soir, j'avais envoyé un autre texto à ma mère. Pas de problème. Elle avait probablement interprété ces 2 mots comme une acceptation gracieuse de mon exclusion. Une résignation à mon rôle de déception familiale qui apprenait enfin sa place. Elle allait apprendre la vérité le samedi après-midi. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je suis la fille cadette de Richard et Patricia Lefebvre. Ma sœur, Ambre, a 35 ans, 3 ans de plus que moi, et a passé toute sa vie à être exactement ce que nos parents voulaient. Elle a épousé Guillaume Dubois, un avocat d'affaires issu d'une bonne famille. Ils vivent dans une belle meulière dans le quartier adjacent au domaine de campagne de mes parents. Ambre fait du bénévolat, siège à des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif, et attend maintenant son premier enfant, le premier petit enfant de mes parents. Moi, en revanche, je suis la déception. Quand j'avais 18 ans, je ne suis pas allé à HEC comme Ambre. Au lieu de cela, je suis allé à l'université, à la Sorbonne, au grand désarroi de mes parents. Une fois diplômé, je n'ai pas poursuivi des études de droit ou de médecine, ni aucune des professions acceptables. J'ai dit que je travaillais dans la technologie, ce qu'ils interprétaient comme être sans emploi et cherchaient des excuses. À 25 ans, j'ai quitté complètement leur sphère parisienne et j'ai acheté un petit appartement à Lyon. Ils supposaient que je pouvais à peine me le permettre. Je n'ai jamais corrigé cette supposition. Au fil des ans, les réunions de famille sont devenues de plus en plus inconfortables. Les réussites d'Ambre étaient célébrées avec faste. Son mariage, ses promotions dans diverses organisations à but non lucratif, sa maison parfaite, sa vie parfaite. Mes accomplissements, tels qu'il les comprenait, étaient accueillis avec un désintérêt poli ou une préoccupation à peine voilée. Toujours dans ton au truc de la technologie, demandait mon père à Noël. Toujours dans ce petit appartement, ajoutait ma mère. Toujours célibataire, intervenait tante Marguerite, comme si être célibataire à 32 ans était un diagnostic en phase terminale.
Je souriais, hochais la tête et changeais de sujet car expliquer la vérité était plus compliqué que cela n'en valait la peine. La vérité était la suivante, à 22 ans, fraîchement sorti de l'université, j'avais développé un algorithme pour optimiser les transactions immobilières commerciales. Je l'avais transformé en une plateforme logicielle que je vendais sous licence à de grandes sociétés immobilières. À 25 ans, j'avais vendu cette entreprise pour 310 millions d'euros. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'avais pris cet argent et j'avais commencé à investir dans l'immobilier moi-même. Pas des maisons résidentielles ou de petites propriétés, mais des portefeuilles entiers, des complexes d'appartements, des immeubles commerciaux, des lotissements résidentiels. Au cours des 7 années suivantes, j'avais bâti un empire immobilier d'une valeur d'environ 2,6 milliards d'euros. Je possédais des propriétés dans 17 départements. J'avais une maison à Lyon, oui, un appartement en dernier étage dans l'immeuble le plus exclusif de la ville, mais j'avais aussi des résidences à Manhattan, San Francisco, Londres et Monaco. Je voyageais constamment, vivais sur mon yacht pendant des mois et dirigeais mon entreprise de n'importe où. Ma famille ne savait rien de tout cela. Ils pensaient que je joignais à peine les deux bouts, travaillant à un vague emploi dans la technologie, vivant dans mon petit appartement, à Lyon, trop ratée et embarrassante pour être incluse dans leur réception mondaine. Et je les avais laissés le penser car au moment où ils sauraient pour l'argent, tout changerait. Ils s'intéresseraient soudainement à ma vie. Ils voudraient être impliqués. Ils agiraient comme s'ils m'avaient toujours soutenu. Je préférais le mépris honnête à un amour factice basé sur mon solde bancaire. Mais la fête prénatale d'Ambre, c'était différent. Il y a 3 mois, quand Ambre a annoncé sa grossesse, ma mère était aux anges. Elle avait immédiatement commencé à planifier une fête prénatale élaborée dans leur domaine de campagne, le même domaine où ils avaient organisé la fête de fiançailles d'Ambre, sa fête prénuptiale et d'innombrables autres célébrations au fil des ans. J'avais été invité à tous ces événements. Bien sûr, j'étais de la famille. Mais mon rôle à ces rassemblements était devenu de plus en plus clair, j'étais le contre-exemple, la fille qui avait fait les mauvais choix et qui en payait le prix. Ma présence était tolérée, mais pas désirée, reconnue, mais pas célébrée. À la fête de fiançailles d'Ambre, mon père avait porté un toast à Ambre, qui a toujours su ce qu'elle voulait et l'a poursuivi avec détermination et intelligence. Nous ne pourrions être plus fiers. L'implication que je ne savais pas ce que je voulais et que je manquais de détermination et d'intelligence avait été claire pour tout le monde. À la fête prénuptiale, ma mère avait fait un discours sur le bon jugement d'Ambre en toutes choses, carrière, relations, choix de vie. Elle m'avait jeté un coup d'œil en le disant, sa signification étant sans équivoque. Alors, quand l'invitation à la fête prénatale est arrivée, je savais quel rôle on attendait de moi. La sœur célibataire, ratée, décevante, regardant depuis la touche pendant qu'Ambre franchissait une nouvelle étape que je n'atteindrais vraisemblablement jamais. Je m'étais préparé à endurer cela avec la même grâce que j'avais montrée à chaque autre événement familial, jusqu'à ce que le texto de mardi arrive. Ma mère avait décidé que ma présence gâcherait la journée spéciale d'Ambre, que je mettrais les gens mal à l'aise, qu'il valait mieux que je reste à l'écart. Pour la première fois en 15 ans d'endurance silencieuse, quelque chose en moi a craqué. Je les avais laissés me diminuer. Je les avais laissés me traiter comme une ratée. Je les avais laissés m'exclure de leur cercle intime. Mais m'exclure complètement d'un événement familial, tracer une ligne aussi nette, cela exigeait une réponse. Jeudi, j'ai passé un appel à mon avocat en immobilier. Maître Fournier, ai-je dit quand il a répondu, j'ai besoin que vous accélériez la clôture de la vente des propriétés de Valmont. Je veux que ce soit fait d'ici vendredi après-midi. Vendredi? Il semblait surpris. Chloé, c'est agressif. Nous n'avons pas terminé toutes les vérifications préalables. J'ai déjà terminé mes propres vérifications préalables, ai-je dit. Les propriétés sont solides. Les titres sont clairs. Les vendeurs sont motivés. Qu'est-ce qui bloque? Juste les éléments de procédure normaux: arpentage, inspection, assurance titre. Payez ce que vous devez payer pour accélérer tout, ai-je dit. Je veux clôturer demain. Maître Fournier, je veux que les actes de cession soient traités immédiatement. Enregistrement le jour même. Pas de délai. Puis-je demander la raison de cette précipitation soudaine? Affaire de famille, ai-je dit. Le calendrier est important. Il savait qu'il ne fallait pas insister. Je vais m'en occuper. Bien, maître Fournier.
Une fois les sessions terminées, j'ai besoin d'un service de coursier pour une adresse spécifique dans les Yvelines. Samedi après-midi, 14 heures précises. Je vous enverrai les détails. Service de coursier? Pour des actes de cession? Il semblait perplexe. Ne serait-il pas plus simple de... Je veux qu'il soit livré en main propre, ai-je dit. Par hélicoptère. Il y a eu une longue pause. Par hélicoptère? Je veux marquer les esprits, ai-je dit. Pouvez-vous l'organiser? Oui. Oui, je peux organiser ça, bien que, Chloé, cela va coûter cher. Maître Fournier, ai-je dit calmement, je viens d'acheter 17 propriétés pour 82 millions d'euros. Je pense que je peux me permettre un service de coursier par hélicoptère. D'accord. Bien sûr. Je m'en occupe. Vendredi après-midi, Maître Fournier a appelé pour confirmer. Nous avons clôturé. Les 17 propriétés sont maintenant enregistrées au nom de Lefebvre Participation SAS. Les actes de cession sont enregistrés. L'hélicoptère du coursier est prévu pour demain à 14 heures, au départ de l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Destination, il a fait une pause, point la pelouse du 47 route de Valmont. Êtes-vous sûr de ça? Absolument sûr, ai-je dit. Devrais-je demander de quoi il s'agit? Une réunion de famille, ai-je dit. En quelque sorte. Samedi matin, je prenais mon petit déjeuner sur le pont supérieur du yacht quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Oui, mademoiselle Lefebvre. C'est Jacques Durand, chef de la sécurité au domaine de Valmont. On nous a notifié qu'un hélicoptère atterrirait sur la propriété cet après-midi. Je voulais confirmer que c'est autorisé. Le domaine de Valmont. C'est ainsi que mes parents appelaient leur maison. La vaste propriété de 2 hectares et demi avec la maison principale, la maison d'amis, la piscine, les cours de tennis et les jardins manucurés. Ils l'avaient achetée il y a 15 ans, lorsque la carrière de mon père dans la banque d'investissement était à son apogée. C'était leur fierté et leur joie, leur symbole de réussite. L'atterrissage de l'hélicoptère est autorisé, ai-je dit. Il livre des documents importants à Madame Lefebvre, a-t-il demandé, clairement confus. Les documents concernent la propriété, ai-je dit. Madame Lefebvre voudra les voir immédiatement. Je vois. Et devrions-nous autoriser l'hélicoptère à atterrir, ou? Monsieur Durand, ai-je dit calmement, depuis hier après-midi, je possède cette propriété, ainsi que toutes les autres propriétés du quartier de Valmont. Alors, oui, vous devriez autoriser l'hélicoptère à atterrir. En fait, vous devriez le faciliter. Vous travaillez pour moi maintenant. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je vous enverrai une communication séparée de mon avocat confirmant votre nouvel emploi, ai-je continué, ainsi qu'une augmentation substantielle. Je crois qu'il faut prendre soin du bon personnel de sécurité. Mademoiselle Lefebvre, je ne comprends pas. Vous comprendrez, ai-je dit. Vers 14 heures cet après-midi. Je compte sur vous pour gérer la situation de manière professionnelle. Oui, madame, a-t-il dit, ayant toujours l'air sous le choc. Après avoir raccroché, Pierre est apparu avec plus de café. Le garde de sécurité? Il avait l'air confus, ai-je dit. Il ne sera pas le seul, a observé Pierre. À 13h45, heure de Monaco, 7h45 dans les Yvelines, j'ai reçu un texto de Maître Fournier. L'hélicoptère est en vol. Heure d'arrivée estimée 1400 heures, heure locale. Le pilote a l'enveloppe. C'est soit brillant, soit insensé. J'ai répondu par texto, pourquoi pas les deux? À 14 heures, heure des Yvelines, j'étais sur le pont supérieur du yacht avec une coupe de champagne, mon téléphone à la main, attendant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 14h03, mon téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Bonjour, mère. Chloé. Sa voix était stridente, une panique à peine maîtrisée. Que as-tu fait? Pardon, quoi? L'hélicoptère. L'acte de cession. Chloé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En arrière-plan, j'entendais le chaos. Plusieurs voix. Quelqu'un qui pleurait.
Le bruit distinct des rotors d'hélicoptère. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, ai-je dit calmement. Je suis à Monaco. Comment saurais-je ce qui se passe à la fête prénatale d'Ambre? Ne joue pas avec moi, a-t-elle sifflé. Un hélicoptère vient d'atterrir sur notre pelouse, en plein milieu de la fête. La sécurité a essayé de l'arrêter, mais le pilote a dit que c'était autorisé. Il m'a tendu une enveloppe avec des documents juridiques. Oh, l'acte de cession, ai-je dit. Oui, ça aurait dû être livré à peu près maintenant. Y a-t-il un problème? Un problème? Chloé, ces documents disent que tu possèdes notre maison. Je possède bien votre maison, ai-je confirmé. Depuis hier après-midi. Ainsi que les 17 propriétés du quartier de Valmont. C'était une acquisition de portefeuille. Un très bon investissement, en fait. Les propriétés étaient sous-évaluées. C'est insensé. C'est. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, en fait. Et je l'ai fait. Les ventes étaient toutes entre vendeurs consentants et acheteurs consentants. Des transferts de titres légaux, dûment enregistrés. Votre ancien propriétaire, la fiducie de Valmont, était heureux de vendre. Il cherchait un acheteur depuis des mois. Propriétaire, a-t-elle répété, la voix étranglée. Nous possédons cette propriété. Non, mère, vous ne la possédez pas. Vous la louez à la fiducie de Valmont depuis 15 ans. Vous avez sûrement lu vos documents de logement. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Ils avaient été si excités par le « domaine de campagne » qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier s'ils le possédaient réellement ou s'ils n'étaient que des locataires à long terme avec une option d'achat qu'ils n'avaient jamais exercée. L'acte de cession, ai-je continué agréablement, transfère officiellement la propriété de la fiducie de Valmont à Lefebvre Participation SAS, ma société. Ce qui signifie que, depuis hier, je suis votre propriétaire. Tu ne peux pas nous expulser, a-t-elle dit, mais sa voix vacillait. Nous avons des droits. Nous avons un bail. Votre bail a expiré il y a 6 mois, ai-je dit. Vous êtes en location mensuelle depuis, ce qui signifie que je peux résilier votre bail avec un préavis de 30 jours. Bien que je sois généreuse en vous donnant 48 heures pour quitter les lieux. 48 heures. C'est dans l'enveloppe que le pilote a livré. Un avis d'expulsion formel, signé par mes avocats, déposé auprès du tribunal. Vous avez jusqu'à lundi 14 heures pour retirer vos effets personnels. Après cela, tout ce qui restera sur la propriété deviendra ma propriété. Chloé, c'est la maison de ton père. La maison de ta sœur. La maison de ton enfance. La maison de mon enfance? J'ai ri, et j'ai entendu l'amertume dans mon rire. Mère, j'ai vécu ici pendant 2 ans au lycée avant que vous ne m'envoyiez en pension. Ambre a vécu ici jusqu'à ses 25 ans. Ce n'a jamais été ma maison. C'était la maison d'Ambre. Tout comme tout le reste a toujours été à Ambre. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, ai-je interrompu, la voix plus dure maintenant, c'est d'envoyer un texto à ta fille pour lui dire qu'elle n'est pas la bienvenue à la fête prénatale de sa sœur. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 15 ans à me traiter comme une source d'embarras parce que je n'ai pas suivi le scénario de vie que vous aviez approuvé. Ce qui n'est pas juste, c'est de m'exclure des événements familiaux tout en acceptant mes cadeaux de Noël et d'anniversaire et en prétendant que je n'existe pas, sauf quand cela vous arrange. Nous n'avons jamais. Si. Vous l'avez fait, constamment. Et je vous ai laissé faire parce que je pensais qu'un jour vous me verriez pour qui j'étais vraiment, au lieu de la personne que vous aviez décidé que j'étais. Mais vous ne le ferez pas. Vous ne le pouvez pas. Vous êtes tellement investi dans le récit selon lequel Ambre est la réussite et moi l'échec que vous ne pouvez rien voir d'autre. Il y avait du bruit en arrière-plan, la voix de mon père demandant ce qui se passait. Est-ce à propos de la fête prénatale, a demandé ma mère, et elle semblait réellement confuse. Chloé, si tu voulais t'en venir, tu aurais pu le dire. Il ne s'agit pas de vouloir venir, ai-je dit, et ma patience a finalement éclaté. Il s'agit d'être une famille. D'être incluse. D'être traitée comme si j'avais de l'importance. Mais je n'ai pas d'importance pour vous. Jamais. Alors très bien. Vous ne voulez pas de moi à vos événements? Vous n'aurez pas vos événements dans des propriétés que je possède. Chloé, s'il te plaît. L'avis d'expulsion est légal et contraignant, ai-je dit. Vous avez 48 heures.
Je vous suggère de commencer à faire vos valises. J'ai raccroché. Pendant un instant, je suis restée assise là, à regarder la Méditerranée, mon cœur battant la chamade. Pierre est apparu à côté de moi avec du champagne frais. Alors, a-t-il demandé. Elle est contrariée, ai-je dit. J'imagine. Mon téléphone a recommencé à sonner. Ma mère. J'ai refusé l'appel. Il a sonné de nouveau immédiatement. Mon père cette fois. Refusé. Puis Ambre. Puis de nouveau ma mère. Puis ma tante Marguerite. Puis Guillaume, le mari d'Ambre. Je les ai tous refusés et j'ai ouvert les messages textes de mon téléphone. Nous ne voulons pas que tu gâches la journée spéciale de ta sœur, avait texté ma mère mardi. J'ai retrouvé son numéro et j'ai tapé « Profitez bien de la fête ». Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à mon champagne. Au cours des 6 heures suivantes, mon téléphone a accumulé 47 appels manqués et 63 messages textes. Je n'en ai lu aucun. J'ai déjeuné tard sur le yacht, j'ai nagé dans la Méditerranée, puis je me suis habillé pour dîner dans un restaurant étoilé au Michelin à Monaco avec un associé. Ce n'est que le dimanche matin que j'ai finalement regardé les messages. Ma mère, Chloé, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler. Tu ne peux pas simplement jeter ta famille hors de sa maison. Mon père, c'est inacceptable. J'appelle mon avocat. Ces papiers d'expulsion ne tiendront pas devant un tribunal. Ambre, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman dit que tu as acheté notre maison. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Guillaume, Chloé, je suis avocat. J'ai examiné les documents. Ils sont légaux, mais c'est excessif. Pouvons-nous s'il te plaît en parler raisonnablement? Tante Marguerite, Chloé Lefebvre, je ne sais pas ce que tu crois faire, mais c'est la famille. On ne traite pas la famille de cette façon. Et puis, vers minuit, heure des Yvelines, un message de mon père qui m'a fait sourire. J'ai parlé à mon avocat. Il a confirmé que tout est légal. Tu possèdes réellement les propriétés. Je ne comprends pas. Comment as-tu? Quand as-tu? Chloé, je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse sur tes circonstances. Mais, circonstances. Même maintenant, il ne pouvait pas le dire directement. Ne pouvait pas admettre que sa fille ratée venait d'acheter sa maison sous son nez. J'ai fait du café et je l'ai emporté sur le pont supérieur. La Méditerranée était calme, le soleil du matin dorait l'eau. Ça allait être une belle journée. J'ai répondu par texto à mon père. Je suis disposé à discuter des termes du bail, mais nous le ferons selon mon calendrier et mes conditions. Sa réponse est venue immédiatement. Dis-les. J'ai tapé un message, l'ai effacé, j'ai recommencé. Finalement, j'ai opté pour « réunion de famille », mardi. Votre choix de lieu: restaurant, hôtel, salle de conférence. Un endroit neutre. Tout le monde est invité, sauf moi. Vous rencontrerez mon avocat à la place. Il vous présentera mes conditions. Pourquoi pas toi? Parce que je suis à Monaco et parce que je ne fais confiance à aucun d'entre vous pour avoir une conversation civilisée avec moi en ce moment. Il y a eu une longue pause avant son message suivant. Nous sommes ta famille. Malgré ce que tu penses, nous t'aimons. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Ils m'aimaient. Peut-être, à leur manière. Mais l'amour sans le respect? L'amour avec des conditions? L'amour qui exigeait que je sois moins pour qu'ils puissent se sentir plus? Ce n'était pas le genre d'amour dont j'avais besoin. J'ai répondu, on verra. Mardi, 14 h. Je demanderai à Maître Fournier de vous envoyer le lieu. Lundi après-midi, heure de Monaco. Lundi matin, heure des Yvelines. J'ai eu un appel vidéo avec Maître Fournier pour le préparer à la réunion. Explique-moi tout, ai-je dit. Qu'est-ce qu'on leur propose? Maître Fournier a affiché ses notes à l'écran. Option 1, ils peuvent continuer à louer la propriété de Valmont chez vous au prix du marché, soit environ 11 000 € par mois pour la maison principale. Bail mensuel avec un préavis de résiliation de 90 jours de part et d'autre. Au prix du marché, ai-je répété. Combien payait-il avant, d'après les anciens documents de bail? 4 500 € par mois.
La fiducie de Valmont leur a fait un accord de faveur parce que ton père est allé à l'université avec l'un des fiduciaires. Donc, mes parents avaient vécu bien en dessous du prix du marché pendant 15 ans, utilisant leur relation pour obtenir des conditions favorables tout en me faisant la leçon sur la responsabilité financière. Parfait. Option 2, ai-je incité? Ils peuvent vous acheter la propriété à sa valeur marchande actuelle, 7,8 millions d'euros. Vente au comptant, sans condition de prêt hypothécaire. Clôture dans les 60 jours. Ont-ils 7,8 millions d'euros, ai-je demandé. Pas d'après les dossiers financiers que j'ai consultés. Votre père a pris sa retraite l'année dernière. Leurs économies sont substantielles, mais pas à ce point. Ils devraient liquider la majeure partie de leur portefeuille de retraite pour y parvenir. Option 3. Ils déménagent dans les 48 heures comme spécifié à l'origine. Vous convertissez la propriété pour un usage différent en location, vente à un tiers, ou la laissez vacante pour votre propre usage. Et que penses-tu qu'ils choisiront? Maître Fournier a souri légèrement. Ils demanderont l'option 4, que vous leur donniez la maison. Ce que je ne ferai pas. Ce que vous ne ferez pas. Donc, ils finiront par opter pour l'option 1, le bail, tout en se démenant pour trouver comment réunir l'argent pour l'option 2. Ils auront l'impression d'être traités équitablement tout en étant profondément mal à l'aise que leur fille soit maintenant leur propriétaire. Parfait, ai-je dit. Chloé, dit Maître Fournier avec précaution, puis-je vous demander ce que vous essayez réellement d'accomplir ici? Est-ce une punition? Une vengeance? C'est une limite, ai-je dit simplement. Pendant 15 ans, ils m'ont traité comme si j'étais inférieur, comme si j'étais une source d'embarras, comme si je ne méritais ni respect ni considération. Ils m'ont exclu des événements familiaux. Ils ont méprisé mes accomplissements. Ils ont clairement montré que je n'étais pas ce qu'ils voulaient comme fille. Alors, vous avez acheté leur maison. Alors, j'ai établi des termes clairs pour notre relation à l'avenir, ai-je corrigé. S'ils veulent faire partie de ma vie, ils doivent me respecter. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent au moins respecter le fait que c'est moi qui ai les cartes en main maintenant. Et s'ils choisissent l'option 3? S'ils décident que vous avoir comme propriétaire est trop humiliant et qu'ils déménagent complètement? Alors ils auront fait leur choix, ai-je dit. Et je saurai exactement où j'en suis. Mardi après-midi, j'étais en conférence téléphonique avec un promoteur immobilier à Londres quand Pierre m'a signalé que Maître Fournier appelait. Un instant, ai-je dit au promoteur et j'ai changé de ligne. Comment ça s'est passé? C'était. Maître Fournier a fait une pause, choisissant clairement ses mots. C'était l'une des réunions les plus inconfortables auxquelles j'ai jamais assisté. Raconte-moi tout. Toute votre famille était là. Parents, sœurs, mari de la sœur, même votre tante Marguerite. Ils avaient engagé leur propre avocat, quelqu'un que votre père connaît de ses années dans la banque. Très cher, très agressif. Et j'ai présenté les 3 options exactement comme nous en avions discuté. Leur avocat les a immédiatement qualifiées d'inacceptables. A dit que vous étiez vindicative et déraisonnable. A dit qu'aucun tribunal ne confirmerait une expulsion basée sur ce qu'il a appelé un drame familial. Que as-tu dit? Je lui ai rappelé que l'expulsion n'a rien à voir avec un drame familial et tout à voir avec les droits de propriété. Le bail a expiré. Ils sont locataires au mois. Vous mettez fin au bail avec un préavis en bonne et due forme. C'est tout à fait légal. Et ensuite? Ensuite votre mère s'est mise à pleurer. Votre sœur a demandé pourquoi vous faisiez ça. Votre père a exigé de savoir où vous aviez trouvé l'argent pour acheter 17 propriétés. Votre tante a dit que vous déchiriez la famille. Comment as-tu répondu? J'ai dit que vous aviez fourni 3 options pour l'avenir, toutes raisonnables, et qu'ils devaient en choisir une avant la fin de la journée, sinon l'expulsion se poursuivrait comme prévu. Et ils ont choisi l'option 1. Le bail. 11 000 € par mois, à compter de maintenant, conditions mensuelles. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont signé les papiers. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Bien. Chloé, dit Maître Fournier avec précaution, votre mère m'a demandé de vous demander quelque chose. Quoi? Elle veut savoir si vous viendrez à la fête prénatale d'Ambre ce dimanche. Ils organisent une deuxième fête. Apparemment, celle de samedi a été complètement déraillée par l'incident de l'hélicoptère. C'est comme ça qu'ils l'appellent?
Elle y a incident de l'hélicoptère? Il l'appelle de plusieurs façons, en fait, dont la plupart que je ne répéterai pas. Mais votre mère a insisté. Elle a dit de vous dire que vous êtes invité, qu'ils veulent que vous soyez là, que vous êtes de la famille. J'y ai réfléchi. La fête prénatale où j'avais été spécifiquement désinvité parce que ma présence gâcherait tout. Maintenant, ils voulaient que je sois là. Non, ai-je dit. Maître Fournier, ils ne veulent pas que je sois là parce qu'ils ont soudain réalisé que je valais la peine d'être là. Ils veulent que je sois là parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont besoin d'apaiser leurs propriétaires. Parce qu'ils réalisent enfin que je ne suis pas l'échec qu'ils pensaient, et qu'ils doivent se recalibrer. Alors, que voulez-vous que je leur dise? Dites-leur. J'ai fait une pause, en réfléchissant. Dites-leur que je viendrai à la fête prénatale à une condition. Quelle condition? Ma mère doit m'appeler personnellement. Pas de texto, pas de mail, pas un message par votre intermédiaire. Elle doit m'appeler et m'inviter elle-même. Et elle doit le penser sincèrement. Et si elle le fait? Alors je viendrai, ai-je dit. Et nous verrons si nous pouvons repartir de zéro. L'appel est arrivé mercredi soir. Chloé, a dit ma mère, et sa voix était différente de ce que je l'avais jamais entendu. Plus faible, hésitante. Je te dois des excuses. Oui, ai-je convenu. C'est vrai. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Pour ta réussite, pour ton entreprise, pour tout ça. Tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet ou vous faisiez une blague sur le fait que j'étais au chômage. Vous avez décidé que j'étais un échec, et vous n'avez jamais remis cette supposition en question. J'avais tort, a-t-elle dit simplement. Nous avions tort. Ton père et moi, nous avons passé tellement de temps à te comparer à Ambre, à te mesurer à ce que nous pensions que la réussite devait être. Nous n'avons pas vu ce que tu construisais réellement. Parce que vous ne vouliez pas le voir, ai-je dit. Parce que c'était plus facile d'avoir une fille qui réussit et une fille décevante. Ça faisait paraître Ambre meilleure. Ça vous faisait vous sentir mieux par rapport au choix qu'elle a fait par rapport au mien. Ce n'est pas, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Peut-être que c'est vrai. Peut-être avions-nous besoin que tu sois moins pour qu'Ambre puisse être plus. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je suis désolé, a poursuivi ma mère, pour le texto, pour t'avoir désinvité, pour 15 ans à te faire sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Tu es à la hauteur, Chloé. Tu as toujours été à la hauteur. Nous ne pouvions tout simplement pas le voir. Parce que vous ne vouliez pas, ai-je répété. Parce que nous avions peur, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Tu étais si différente de ce que nous attendions. Tu n'as pas suivi le chemin que nous comprenions, et au lieu de te faire confiance, au lieu de te soutenir, nous t'avons critiqué. Nous t'avons repoussé. Et maintenant? Maintenant tu possèdes notre maison, et tu es à Monaco, et tu es cette personne que nous ne connaissons même pas. Je suis la même personne que j'ai toujours été, ai-je dit. Vous n'avez simplement pas pris la peine de me connaître. Je veux, a-t-elle dit. Je veux te connaître. La vraie toi. Pas la version que nous avons inventée. Viendras-tu à la fête prénatale dimanche, s'il te plaît? Pas parce que tu es notre propriétaire, mais parce que tu es la sœur d'Ambre. Parce que tu es ma fille. Parce que tu es de la famille. J'ai regardé la Méditerranée, pensant à la famille, à ce que cela signifiait, à ce que je voulais que cela signifie. Je viendrai, ai-je dit finalement. Mais maman, les choses sont différentes maintenant. Je ne vais pas prétendre être moins que ce que je suis pour mettre qui que ce soit à l'aise. Je ne vais pas cacher ma réussite. Je ne vais plus jouer le rôle de la fille décevante. Je ne veux pas que tu le fasses, a-t-elle dit. Je veux que tu sois toi-même. Qui que ce soit. D'accord, ai-je dit. Alors je serai là. Dimanche, j'ai pris un vol commercial de Nice à Charles de Gaulle, puis j'ai pris un hélicoptère le mien, pas un service de coursier jusqu'à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. L'hélicoptère a atterri non loin du domaine de Valmont à 13h55 précise. Cette fois, Jacques Durand, le garde de sécurité, était prêt. Il a souri et a fait un signe de la main quand je suis sorti. Mademoiselle Lefebvre, a-t-il dit. Bienvenue chez vous.
Ce n'est pas chez moi, ai-je corrigé. Je suis juste de passage. Bien sûr, madame. Je me suis dirigé vers la maison principale en portant un cadeau, une élégante couverture pour bébé que j'avais achetée à Monaco, en cachemire et incroyablement douce. Ma mère attendait à la porte. Chloé, a-t-elle dit, et m'a prise dans ses bras. Tu es venue. J'ai dit que je le ferais. Nous sommes entrés ensemble dans la maison. Le salon était plein de gens en famille, amis, collègues d'Ambre. Ils se sont tous tournés pour me regarder quand je suis entré, des chuchotements parcourant la foule. Tout le monde, a dit ma mère à voix haute. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent ma fille, Chloé. Elle se joint à nous aujourd'hui. Les chuchotements se sont intensifiés. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, probablement pour me chercher sur Google. À ce stade, la nouvelle de ce qui s'était passé à la fête de samedi s'était répandue: l'hélicoptère, l'avis d'expulsion, le fait que je possédais tout le quartier. Ambre s'est approchée, son ventre de femme enceinte bien visible sous une robe fluide. Elle avait l'air nerveuse. Chloé, a-t-elle dit. Je suis contente que tu sois venue. Félicitations, ai-je dit en lui tendant le cadeau. J'espère que toi et le bébé êtes en bonne santé. Nous le sommes. Chloé, elle a regardé autour d'elle tous les gens qui observaient. Pouvons-nous parler en privé? Nous sommes sortis sur la terrasse, loin de la foule. Je suis désolé, a dit Ambre immédiatement. Pour samedi, pour le fait que maman t'ait désinvité, pour 15 ans à te traiter comme si tu étais moins importante que moi. Me traitais-tu de cette façon, ai-je demandé. Ou n'as-tu simplement pas remarqué que j'étais traité de cette façon? Elle a tressailli. Les deux, probablement. J'étais tellement concentré sur ma vie, mes réussites, mes étapes importantes. Je n'ai pas pensé au fait que toute l'attention sur moi signifiait moins d'attention sur toi. Je n'ai pas pensé à la façon dont maman et papa nous comparaient constamment, et j'étais toujours la gagnante de cette comparaison. Aimais-tu être la gagnante, ai-je demandé. Honnêtement? Oui, a-t-elle admis. C'était agréable d'être la favorite, d'être celle dont ils étaient fiers. Je ne l'ai pas remis en question, car le remettre en question aurait signifié abandonner cette position. Et maintenant? Maintenant, je me sens comme une idiote, a-t-elle dit. Ma petite sœur possède la maison de mes parents. Elle se déplace en hélicoptère et en yacht. Elle a bâti cet incroyable empire commercial, et je ne le savais même pas. Je me vantais de la carrière de Guillaume, de notre maison, de notre vie, et pendant tout ce temps, tu opérais à un tout autre niveau. C'est ça qui te dérange, ai-je demandé. Que je réussisse mieux que tu ne le pensais? Non, a-t-elle dit, et elle semblait sincèrement affligée. Ce qui me dérange, c'est que je ne te connaissais pas. Que j'étais tellement absorbé par ma propre vie que je n'ai pas vu la tienne. Tu es ma sœur, Chloé, et je t'ai traité comme du papier peint. Comme un élément du décor. Comme si tu n'avais d'importance qu'en relation avec moi. C'est vrai, ai-je convenu. Je veux faire mieux, a-t-elle dit. Je veux vraiment te connaître. Pas parce que tu es riche ou puissante ou que tu possèdes la maison où j'ai grandi. Parce que tu es ma sœur, et que j'ai manqué 15 ans de relation avec toi. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Elle avait toujours été la jolie, la posée, la fille parfaite. Mais en ce moment, elle ressemblait juste à une femme enceinte effrayée qui essayait de comprendre comment réparer quelque chose qu'elle avait cassé. D'accord, ai-je dit. Nous pouvons repartir de zéro. Mais Ambre, tu dois comprendre quelque chose. Je ne vais pas rivaliser avec toi. Je ne vais pas me diminuer pour te mettre à l'aise. Je ne vais pas me faire petite pour que tu puisses te sentir grande. Je ne veux pas que tu le fasses, a-t-elle dit. Je veux que nous soyons des sœurs. De vraies sœurs, où nous pouvons toutes les deux être nous-mêmes. Alors nous verrons comment ça se passe, ai-je dit. Nous sommes retournés à l'intérieur. La fête a continué, mais c'était différent maintenant. Les gens n'arrêtaient pas de venir me voir, de me poser des questions, d'essayer de comprendre. J'ai répondu honnêtement sur mon entreprise, mes propriétés, ma vie. Ma mère est restée près de moi, presque protectrice, s'assurant que les gens étaient respectueux. À un moment donné, mon père m'a prise à part. Chloé, a-t-il dit, et il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu.
J'ai réfléchi à ce que je dirais si j'avais l'occasion de te parler, et j'ai réalisé qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte. Je suis fier de toi. Vraiment, ai-je demandé. Ou es-tu fier de ce que j'ai accompli? Il y a une différence. Les deux, a-t-il dit. Je suis fier de ce que tu as bâti, mais plus que ça, je suis fier que tu l'aies bâti selon tes propres termes, sans te soucier de ce que nous pensions, sans avoir besoin de notre approbation. Cela demande une vraie force. J'ai toujours eu besoin de votre approbation, ai-je dit doucement. J'ai juste fini par apprendre à vivre sans. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire, a-t-il dit. Et je suis désolé que ce soit arrivé. Nous sommes restés là un moment, pas tout à fait réconciliés, mais commençant peut-être à nous comprendre. 3 mois plus tard, j'étais de retour sur le yacht à Monaco quand j'ai reçu un texto d'Ambre avec une photo en pièces jointes. Une toute petite fille aux cheveux foncés et aux yeux de son père. Voici Sophie Chloé Dubois, disait le texto. Nommée d'après sa brillante tante. J'ai fixé ce deuxième prénom, Chloé, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. J'ai répondu par texto, elle est magnifique. Félicitations, Ambre. Viendras-tu la rencontrer? Nous adorerions te présenter ta nièce. J'ai regardé la Méditerranée, puis de nouveau mon téléphone. Je serai là la semaine prochaine, ai-je tapé. Garde-moi quelques câlins de bébé. Parce que c'est ce que faisaient les tantes. C'est ce que faisait la famille. Même une famille compliquée et imparfaite qui avait passé des années à se tromper avant de finalement commencer à faire les choses bien. La semaine suivante, je suis retourné dans les Yvelines. Mais cette fois, je n'ai pas fait atterrir l'hélicoptère sur leur pelouse. J'ai atterri à l'aéroport local et je suis arrivé dans une voiture normale. Bon, une Tesla, mais quand même, une voiture normale. Mes parents étaient chez Ambre avec la famille de Guillaume. Quand je suis entré, chargé de cadeaux, ma mère m'a serré fort dans ses bras. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Bien sûr, ai-je dit. C'est ma nièce. Ambre a amené la petite Sophie et je l'ai tenue avec précaution. Cette petite personne qui portait mon nom comme une partie du sien. Elle est parfaite, ai-je dit. Elle l'est, a convenu Ambre. Et Chloé, merci. Pour tout. Pour l'électrochoc dont nous avions besoin. Pour être revenu même après que nous t'ayons repoussé. Pour nous avoir donné une autre chance. Nous sommes une famille, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. Plus tard, alors que j'étais assise dans le salon de la maison du quartier que je possédais, tenant ma nièce pendant que ma famille parlait et riait autour de moi, j'ai pensé au texto que ma mère avait envoyé tous ces mois auparavant. Ne te donne pas la peine de venir. Et j'ai pensé à ma réponse. Pas de problème. Parce que ça n'avait pas été un problème. J'étais venu quand même, mais selon mes propres termes, avec mes limites clairement établies, rendant impossible pour eux de continuer à me mépriser. Parfois, l'amour exigeait un hélicoptère et un avis d'expulsion. Parfois, la famille exigeait que vous achetiez leur maison pour qu'ils vous voient. Parfois, la seule façon d'être inclus était de s'assurer absolument qu'ils ne pouvaient plus vous exclure. Était-ce théâtral? Oui. Était-ce excessif? Probablement. Mais était-ce efficace? J'ai regardé ma famille, ma nièce dans mes bras, ma mère me souriant avec une chaleur sincère, mon père hochant la tête avec un respect réel. Oui, cela avait été